Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour professeur Perron. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je suis sûre que beaucoup d'auditeurs sont très heureux d'entendre de nouveau votre voix. Et j'en profite. Bon, d'abord, je vais vous représenter pour ceux qui seraient restés dans leur grotte ces 2-3 dernières années et ne sauraient pas qui vous êtes. Vous êtes ancien chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, auteur de Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Et puis, décidément, ils n'ont rien compris aux éditions Albin Michel. Et les trois questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Toujours chez Albin Michel. Professeur Perron, tout d'abord, première question, comment allez-vous et comment se porte votre combat? Ça va bien. Je suis invité dans de nombreux endroits en France, à l'étranger. Donc, d'ailleurs, je reviens du Luxembourg où j'ai rencontré des personnalités très éveillées. Il y avait notamment une table ronde avec Michel Rivasi, la députée européenne. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et les Luxembourgeois sont aussi pour beaucoup germanophones. Et j'ai eu des nouvelles de ce qui se passe en Allemagne, des médias mainstream qui se sont emparés de l'affaire du Covid, contrairement à la France où on reste dans une censure terrible dans les médias. Donc, je sens que ça bouge en ce moment beaucoup. Oui, c'est très intéressant de voyager et d'avoir des échos de l'étranger parce qu'en effet, on voit, et c'est ce que vous commencez à raconter, que beaucoup même jusqu'aux médias mainstream, comme vous dites, de grands chemins bien connus de tous, beaucoup de journalistes, beaucoup de lanceurs d'alerte commencent à être entendus quand même. On a vraiment des fissures, on va dire, dans le narratif officiel sur cette crise Covid qui commence à arriver de partout, un peu moins en France, mais donc vous nous apportez des bonnes nouvelles du Pays-Bas notamment. Non, c'était au Au Luxembourg. Luxembourg, pardon. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles parce qu'il y avait beaucoup de témoignages de victimes de l'inoculation et c'était quelquefois terrible d'entendre ces témoignages. Hmm. Eh bien, alors aujourd'hui, d'autres victimes dont on voudrait parler avec vous, professeur Perron, avec cette crise sanitaire qui frappe les États-Unis, une crise qui s'est accélérée depuis 2 ans, qui a coûté déjà la vie à près de 82 000 personnes entre février 2021 et février 2022. Cette crise dont je parle, ce n'est pas la crise de la Covid, celle-ci est plus silencieuse, hein, on en parle un peu moins, c'est celle des opioïdes. Alors malgré tout, Joe Biden, mardi 7 février, a lui-même pris le temps de partager une histoire bien connue de millions d'Américains, je le cite, et il a parlé du cas d'une jeune fille sous emprise d'opioïdes. Eh bien, que se passe-t-il là-bas? Tout simplement, une crise très forte avec une consommation très très forte de ces opioïdes qui sont des dérivés de l'opium, hein, qui regroupe à la fois des antalgiques légaux, comme la morphine ou l'oxycodone, qui ont été prescrits pendant longtemps contre la douleur, et des substances illicites comme l'héroïne. Et selon les centres de prévention et de contrôle des maladies américaines, le CDC, plus de 564 000 Américains sont morts d'une overdose avec l'un de ces produits entre 1999 et 2020. Et la crise s'est accélérée, notamment d'ailleurs, et certainement, pensent les autorités, avec la crise de la Covid, où il y a eu des confinements, des personnes fragilisées. Et donc, ces opioïdes ont coûté la vie, comme je disais, à 82 000 personnes de février 2021 à février 2022. Alors, dans ce scandale des fabricants d'opioïdes, il y a un autre scandale, celui du rôle de McKinsey. Auprès de ces fabricants, notamment Purdue Pharma, l'un des laboratoires qui était détenu d'ailleurs par la famille Sackler et qui produit l'un des médicaments mis en cause, c'est l'Oxycontin. Et McKinsey, donc toujours le même cabinet de conseil qui a opéré pendant la période de la Covid, aurait conseillé ce laboratoire sur la manière de fortement augmenter ses ventes d'opioïdes dans un contexte où les mesures de santé publique visant à réduire la consommation de ces opioïdes se démultipliaient. C'est-à-dire que lui, il a proposé de faire des offres, des ristournes aux distributeurs d'Oxycontin en fonction du nombre de cas d'overdose, alors que justement, les programmes de santé publique visaient à réduire la consommation de ces opioïdes. Voilà, et McKinsey, qui a été poursuivi à ce sujet, a accepté de payer 573 millions de dollars en février 2021, oui c'est ça, alors que 49 États américains avaient porté plainte contre le cabinet. Voilà une affaire donc qui remonte, qu'on connaissait déjà, mais qui remonte avec cette crise aujourd'hui et ces très très nombreux morts, et qui, encore une fois, nous rappelle la douce voix de McKinsey à l'oreille de ces laboratoires pharmaceutiques, professeur Perron.
Oui, alors, cette affaire, déjà, moi, quand je m'occupais beaucoup à une époque de personnes affectées par le VIH, le virus du sida, par l'hépatite C, beaucoup de personnes contaminées étaient des usagers de drogue et il y avait des campagnes pour substituer l'injection intraveineuse d'héroïne qui était contaminante par des prises orales d'opiacés. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y avait une bonne intention, mais malheureusement, il y a des gens peu scrupuleux dans l'industrie pharmaceutique qui se sont engouffrés dans la brèche pour faire effectivement une campagne un peu éhontée pour mettre le maximum de personnes sous des doses d'opioïdes de plus en plus élevées. Et d'ailleurs, ça a été raconté déjà par certains dans des livres, mais on s'est aperçu que certains dans l'industrie pharmaceutique devenaient un des plus grands dealers au monde de produits opioïdes. Et ça, bon, c'est en train d'éclater au grand jour maintenant, mais ça faisait déjà plusieurs années que ça couvait. Oui, mais ce qui est particulièrement étonnant avec cette affaire, c'est que ce sont les mêmes cabinet McKinsey, qui déjà en février 2021 a accepté de payer ce dédommagement immense, hein, 573 millions de dollars, avec 49 États américains qui portent plainte contre McKinsey. Et c'est ce même McKinsey que, après coup, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit comment dire, d'interroger sur sa probité, en tout cas selon les médias officielle, sous réserve de se faire traiter de complotisme. Alors qu'aujourd'hui, tout est révélé. Pour la crise du Covid, quand même, le Sénat a fait un rapport qui a épinglé McKinsey, mais je crois qu'il y avait 4 ou 5 cabines au total, il n'y avait pas que McKinsey, mais Oui, oui, tout à fait. McKinsey est le plus important. je les plains pas trop parce que pour eux, une amende de 500 millions, ça ne doit pas être beaucoup, parce que faut savoir que le gouvernement français a donné 1 milliard d'euros à ces cabinets là, Tout à pendant la fait. crise du Covid. Donc, ça sort par d'un côté, puis ça rentre dans l'autre poche. Hein. Rappelons qu'on a vu les mêmes révélations concernant la gestion de la Covid pour le Canada récemment, hein, que finalement le Canada était aussi tout à fait, comment dire, très influencé par McKinsey dans cette gestion de la Covid, et qu'en ce moment il y a également une commission parlementaire à ce sujet là-bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, quand on regarde ça avec le recul qu'on a aujourd'hui, et sur la crise de la Covid, et sur cette crise des opioïdes aujourd'hui, qui touche aujourd'hui particulièrement en plus les Américains, on se dit que les ficelles sont assez grosses, je ne comprends pas comment on n'a pas pu ouvrir les yeux plus tôt sur le rôle parfois contestable, on va dire, de certains cabinets de conseil. Et puis, les cabinets de conseil et l'industrie pharmaceutique, Oui. peut-être toute l'industrie, mais maintenant, depuis une vingtaine d'années, ça s'aggrave. Moi, à l'ONU, quand j'avais été milité à l'ONU pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique, le rapporteur spécial de l'ONU à Genève m'avait dit que c'était connu, que c'était l'industrie pharmaceutique qui était la plus grande cause de corruption au monde. Et donc, si les industriels sont là pour nous aider à fabriquer des bons médicaments pour sauver des vies et pour notre santé, d'accord, mais quand certains, je ne jette pas toute l'industrie dans le baquet, mais quand on voit que c'est de plus en plus fréquent avec des sommes de plus en plus mirobolantes, que le seul but de ces compagnies, c'est de faire du fric sur le dos et quelquefois sur la santé, voire même la mort des gens, faut dire stop, il faut arrêter tous ces lobbying et ces cabinets de conseil et tous ces soi-disant partenariats publics-privés où en fait notre santé en public a été prise en otage par des voyous. Eh oui, tout à fait, mais c'est le constat qu'on fait aujourd'hui ensemble, professeur Perron, mais on est très très loin du compte, alors qu'aujourd'hui, les faits sont quand même avérés. C'est ça qui est intéressant, c'est que autant sur la crise de la Covid, on ne peut pas encore accuser un tel, même s'il y a des commissions d'enquête qui sont en cours dans différents pays d'ailleurs, mais là, on a du recul sur certaines affaires. D'ailleurs, c'est pas la première fois que McKinsey est condamné, c'est pas la première fois d'ailleurs que Pfizer est condamné, et on continue, on remet à chaque fois une pièce dans le jukebox. Oui, oui. Mais moi, j'ai l'impression que les amendes font partie de leur budget parce que même si on leur demande 500 millions, 1 milliard d'amendes, sur certains produits pharmaceutiques, ils vont faire des centaines de milliards de bénéfices. Donc, c'est comme la corruption, donner 1 million comme ça d'euros, de dollars à quelques personnalités pour influencer les autres. Pour eux, c'est pas cher. Je crois que ça fait partie du budget et de leur plan, qu'on pourrait appeler leur business plan, leur plan de développement. Oui, mais alors quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Je sais que c'est votre combat, professeur Perron. Mais tant que les personnalités politiques sont complices, voire pour certains bénéficient du système, c'est difficile. Il faut vraiment éveiller les consciences
pour qu'il y ait un réveil dans la population qui, via leurs élus, etc., qu'on obtienne l'interdiction presque des lobbies à Bruxelles. Maintenant, Bruxelles, c'est une ville remplie de lobbyistes Mm. et passent leur temps à favoriser la corruption de nombreuses entreprises. Oui, alors Pfizer a d'ailleurs été pour le moment un temps, enfin en tout cas il est question de l'interdire de Bruxelles, d'entrer à Bruxelles, justement parce que pour ce qui s'est passé autour de la gestion Covid-19 et surtout le fait que Pfizer refuse de répondre aux questions des commissions d'enquête parlementaire de l'Union européenne. Mais évidemment ce n'est pas suffisant, puis ça risque d'être très, très limité. Aujourd'hui finalement comment dire, les réactions des autorités publiques sont très très faibles. Vous l'avez dit, vous avez eu une table ronde, enfin une conférence avec Michel Rivasi, sénateur européen, Europe Écologie Les Verts, qui se bat beaucoup sur ces questions-là. Nous sommes également régulièrement en contact avec Virginie Juron du Parlement européen, mais c'est très très peu par rapport à l'ampleur des scandales à chaque fois qui se répètent. Et comme vous le dites, là, il y a vraiment pardon, là, je vais vraiment passer pour... mais une forme de corruption de masse un peu partout qui mouille et les politiques et les laboratoires et les cabinets de conseil. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas vous, professeur Perron, qui réussissiez à renverser la table. On va pas pouvoir faire ça tout seul, d'autant que l'industrie pharmaceutique est dans tous les pays, il n'y a pas qu'en France, est un des principaux instruments de financement des partis politiques. Donc effectivement, ça peut influencer Ça, beaucoup on pourrait peut-être en dire un petit mot, parce que c'était aussi la conclusion de l'affaire Servier, ça. C'était à ce moment-là, c'était le parti des Républicains, je crois, qui avait été très largement arrosé par le laboratoire Servier. Oui, mais alors, quand il y a un scandale qui sort, il y en a probablement 10 qu'on ne connaît pas. Oui, oui. C'est ça qui est terrible, c'est comme une pieuvre gigantesque, et les tentacules sont sur le monde entier, c'est pas que la France, Oui, bien malheureusement. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, finalement, quelle est votre vision pour l'avenir, professeur Perron? On a parlé de cette pandémie des opioïdes, malheureusement, avec beaucoup, beaucoup de condamnés. Pour la suite, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un réveil? Vous me disiez également qu'il y avait une nouvelle pandémie qui avait été annoncée par l'OMS. On peut s'arrêter un peu sur l'OMS, d'ailleurs, et le rôle de l'OMS. Vous l'avez dit sur votre antenne, c'est un peu la succursale de la Fondation Gates. Et alors, parce que là, ils annoncent qu'il y a 9 décès, je crois, en Afrique de l'Ouest du virus Marburg, un cousin d'Ebola. Alors, c'est un virus qui est très dangereux, avec un taux de mortalité élevé, mais qui se propage très peu parce que les personnes malades peuvent pas se déplacer. Ils sont tellement malades qu'ils restent au lit et soit ils guérissent, soit malheureusement peuvent mourir. Mais la contamination, c'est vraiment le contact direct. Il faut être dans la même pièce, toucher la personne. Si on isole les patients, qu'on prend des mesures d'hygiène un peu drastiques et qu'on empêche les transports autour du point où le foyer épidémique, c'est terminé. Ebola, ça avait un peu traîné dans la région parce que, et ça, bon, faut respecter les coutumes religieuses des populations de ces pays, c'est quand quelqu'un est très malade ou meurt, eh bien, on rend hommage aux morts, on lui fait sa toilette, on le touche, et c'est comme ça. On n'avait pas réussi à enrayer ces coutumes ancestrales. Mm. Mais Marbourg est un très mauvais candidat pour faire une pandémie dangereuse, mais notre ami Tedros, le directeur de l'OMS, nous avait déjà sorti l'année dernière, attention, Marbourg va arriver. Il a un peu de retard, je ne sais pas ce qu'il a fait, Marbourg. On Il avait arrive. eu la fièvre du singe, là, encore avant, donc... J'ai l'impression qu'ils nous refont le coup, parce que comme le coronavirus ne fait plus peur à personne, que les oui. nouveaux variants sont très bénins, que tous les scandales sortent, que les gens ne veulent pas de la 4e dose, ils sont un peu dans le pétrin, et je crois qu'il faut entretenir la peur coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, comme diraient certains. Mm. Mais quel est l'objectif, pardon, j'aimerais comprendre, quel est l'objectif du patron, enfin du directeur de l'OMS, d'annoncer cette nouvelle pandémie? Il a parlé de pandémie? Non, pandémie, pas encore, mais l'année dernière, il avait dit qu'il y aurait une pandémie probable de cours. Donc, c'est comme ils avaient annoncé un an à l'avance qu'il y aurait une pandémie de variole du singe. Donc, ils sont très forts. Ils arrivent à lire dans les boules de cristal. Bon, moi je pense que ce Marbourg, il y aura peut-être des morts, malheureusement. Sauf si, alors, ce serait machiavélique, sauf si quelqu'un dispersait volontairement le virus aux 4 coins de la planète, ce qui me semble quand même, ce serait un peu gros, mais... un foyer épidémique de Marbourg ne peut pas menacer la planète si on prend les mesures adéquates. Ça.
D'accord. Et donc, quel est l'intérêt de l'OMS de jouer comme ça avec la peur des citoyens? Oh ben ce qui se passe à l'OMS, on voit que l'OMS est financé majoritairement par l'industrie pharmaceutique, par Bill Gates. Donc, ils sont un peu jugés partis dans la gestion de ces crises. On l'a vu avec le Covid. Donc, je crois que c'est d'entretenir la peur pour soumettre un petit peu les populations. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir les populations, c'est en leur faisant peur. Hmm. Oui, et vous dites juger est parti pour notamment financé en grande partie par Bill Gates. Bill Gates, donc qui est aussi dans le, rappelons-le, parce que pour que ce soit clair pour tout le monde, qui est aussi dans le financement de vaccins ou de médicaments, de soins. Tout à fait. Ouais, donc, Ben, ça permet en effet, si les citoyens commencent à craindre une épidémie éventuelle, une crise en tout cas sanitaire, de pousser un peu tout le monde, dont d'ailleurs les médecins, à courir se procurer les nouveaux médicaments qui sont justement financés par ces mêmes personnes. C'est bien ça, on est d'accord. Au Maroc, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a eu que quelques cas, sur les premiers cas, c'était fin des années 60, début des années 70. À l'époque, il y avait un petit foyer épidémique de quelques personnes en Afrique du Sud, et ceux qui avaient survécu au virus avaient donné leur sang, parce qu'avec le sérum de convalescent, on avait pu soigner les malades. Mais c'était un tout petit nombre. Hein. Il n'y a jamais de grosse épidémie de Marburg, c'est toujours des petits foyers qui s'éteignent rapidement. Mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de molécules chimiques mais bon, ce virus, à mon avis, je rassure les auditeurs, c'est un virus qui se transmet très difficilement, qui n'est pas transmissible comme ça à distance par voie aérienne dans les transports, donc il va rester local. Hein. Oui, puis pour le moment, étrangement, on n'en a pas trop entendu parler dans notre presse, hein. Autant pour le Covid, on faisait des points quotidiens pendant très longtemps, avant et après aussi les pics de contamination. Là, pour le moment, c'est pas encore arrivé jusqu'à nous. C'est resté peut-être encore assez au sein de l'OMS ou peut-être au sein de l'Union européenne, mais pas vraiment au niveau français. Oui, oui, tout à fait. Donc, on va surveiller ça. Bon, la variole du singe, ça nous a occupés pendant quelques jours, quelques Oui, c'est semaines. ça. C'était pas non plus beaucoup plus important que ça. C'est vrai que finalement, on a l'impression petit à petit que l'OMS crie au loup à chaque fois, mais que ça ne prend plus. Vous pensez aussi que les Français sont un petit peu, d'une certaine façon, blasés aussi par rapport à ces annonces de crise? Moi, je sens que dans la rue, que la population est de plus en plus éveillée. Hein. Souvent, les gens me croisent dans la rue, ils m'arrêtent pour me féliciter. D'ailleurs, ça me fait plaisir. Mais euh, on le voit bien d'ailleurs dans la réaction par rapport à la quatrième dose, que les gens disent, bon, on nous a eu une fois, deux fois, trois fois, mais on ne le fera pas quatre fois. Hmm. Euh, et puis, ils voient bien que tous les chiffres ont été manipulés. Quand on voit que des chercheurs n'arrivent pas à obtenir les vrais chiffres de décès par rapport aux personnes qui ont été inoculées ou pas, on est en train de Hmm. prendre tous ces chiffres en secret défense, parce que effectivement, il y a des gens, des responsables qui devront rendre des comptes un de ces jours. Hein. Oui, et ça c'est encore une question qui se pose, puisqu'on parlait au départ de la responsabilité de McKinsey. Enfin, McKinsey ayant payé une amende, ils n'auront pas plus de problèmes judiciaires que celle-ci. Ici en France, vous pensez que finalement les procès, les différentes plaintes qui ont eu lieu, vous pensez qu'elles pourront mener à quelque chose? Je précise qu'en parallèle, vous-même, vous avez été inquiété finalement en appel et enfin, par le Conseil de l'ordre, et puis en appel, vous avez finalement non seulement été reconnu comme étant légitime, mais dans votre obligation de devoir prendre la parole. C'était blanchi en première instance, l'appel, Oui. il a annoncé, mais il n'a pas Ah encore oui, eu c'est ça, lieu. oui, en première instance. Mais l'obligation de devoir prendre la parole sur ces questions-là. Donc, c'est tout à votre honneur aujourd'hui, professeur Perron. Mais dans l'autre sens, d'autres personnes qui étaient au pouvoir à ce moment-là, vous pensez qu'il peut y avoir des avancées judiciaires ou vous n'y croyez pas trop? Ça vient de la France initialement, parce qu'on voit que la justice en France, avec bon sens, on a porté plainte dans à peu près 60 dossiers, à chaque fois c'est rejeté. Oui. Je pense que ça va plus venir des États-Unis, parce qu'en ce moment c'est en train de chauffer aussi en justice aux États-Unis. Ça va peut-être venir de l'Allemagne, parce qu'il paraît qu'en Allemagne en ce moment c'est un petit peu un tremblement de terre médiatique où les gens se réveillent. Et puis par effet boule de neige, la France réagira, comme Mm. souvent, en retardement. Mais
Je l'avais dit dans mon troisième livre, les 33 questions qu'ils n'ont toujours pas répondu. Il y a un chapitre sur les membres des cabinets de conseil dont McKinsey, qui ont été intégrés dans nos ministères avec des adresses électroniques @santé.gouv.fr, tout à fait. et peut-être aussi avec des papiers en tête. Donc, tout ça est très insidieux parce que ce sont des cabinets qui se sont infiltrés. Ça a eu lieu en France, mais je pense que ça a eu lieu dans beaucoup de pays. Ils se sont infiltrés et il y a une sorte de gouvernement central clandestin qui fait prendre les mêmes décisions le même jour à 36 pays différents dans la planète. Alors on l'a vu avec le Covid, mais il doit y avoir les mêmes mécanismes pour l'économie, pour tout un tas de choses. Eh bien, merci beaucoup, professeur Perron, pour cet éclairage d'abord sur la crise des opioïdes et puis d'ailleurs l'autre crise, finalement, celle de ces cabinets de conseil notamment, qui viennent conseiller tous les pays du monde et qui pourtant, eh bien, eux-mêmes sont accusés et sont condamnés à dédommager pour ces crises sanitaires les unes après les autres, et puis ça continue. Malheureusement, c'est ça qui est étonnant. Merci encore, professeur Perron, et je rappelle le titre de votre dernier livre, Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu, chez Albin Michel. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.